La première, entrer sans frapper. Les nouvelles métropoles du désir, c'est le livre de notre invité. Bonjour Éric Chauvier. Bonjour. Bonjour Éric Chauvier, vous êtes anthropologue, auteur notamment de Contre Télérama, La crise commence ou finit le langage ou Les mots sans les choses, aux éditions Alia également, comme votre dernier livre, entre fiction et essai. Les nouvelles métropoles du désir racontent les rapports de classe sociale au cœur de la ville, les rapports de domination ou d'affrontement entre, on va dire grossièrement, les privilégiés, entre guillemets, du centre-ville et ceux qui sont en périphérie, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle les quartiers dits sensibles ou cités. Et le point de départ de votre fiction, puisque c'est le cas, on va en parler d'ailleurs, à cette limite entre la fiction et l'essai, c'est un type barbu aux cheveux gominés, lunettes à grosses branches, bref, c'est un hipster, et il est agressé par 3 jeunes filles issues de quartiers sensibles, et le narrateur qui a assisté à la scène va suivre le hipster dans un bar juste après l'agression dont il a été victime, et le bar s'appelle le Dark Rihanna. Alors c'est un bar très branché, et là le narrateur va s'installer dans ce bar, il va observer tout ce qui se passe, les représentations sociales, les rapports de classe entre les groupes sociaux favorisés, et rien qu'en observant comme ça tout ce qui se passe, le non-verbal, il y a un nombre incalculable de petites choses qui vont se mettre en route, qui vont se mettre en place, et vous vous amusez à pointer avec pas mal d'humour également tout ça. Comment est né effectivement ce récit, je le disais, à la lisière de l'essai et de la fiction, Éric Chauvier? Le récit est né d'une rencontre tout à fait non fictionnelle avec c'est un fait divers, hein, ces 3 jeunes filles qui tabassent ce jeune homme en pleine rue. Donc c'est vraiment né de cette rencontre directe en fait. C'est-à-dire que, peut-être pour préciser, c'est pas du tout une fiction, c'est-à-dire que c'est raconté comme une fiction, donc il y a un effet de fiction, si on peut dire comme ça, mais par contre, tout ce que je décris, c'est réellement déroulé. Et évidemment, ça tend vers l'essai, vers la théorie, essayer de tirer des enseignements de ça. Mais donc, c'est vraiment parti je me laisse porter, c'est-à-dire que je suis dans la ville, je marche dans la ville, dans une rue marchande, et porté un peu par les ambiances métropolitaines, les ambiances marchandes, des ambiances un peu consuméristes qui m'amènent à marcher lentement et à prendre mon temps. Et surviennent ces 3 furies venues des périphéries et qui vont s'acharner sur ce jeune homme et qui vont, comme souvent dans mes livres en fait, ça part souvent d'un état de trouble, de quelque chose qui se passe, qui ne devrait pas se passer, d'une sorte d'anomalie, d'une violence qui va survenir comme ça dans la ville. Et donc c'est l'élément déclencheur. À partir de là, comme souvent dans mes enquêtes, je suis obligé de continuer à enquêter, d'aller voir un peu ce qui se passe. Donc je vais rentrer dans ce bar. Mais ça veut dire que concrètement, comment ça marche une enquête comme ça? Vous êtes avec votre kit d'anthropologue en expédition dans un bar branché, vous prenez des notes, ça se passe comment? Toujours la réalité qui m'amène à enquêter. En fait, je décide jamais sur mes sujets d'enquête. Je peux le faire parce que je vis de ça par ailleurs, mais là, en l'occurrence, je n'ai décidé de rien. C'est-à-dire que moi, je fais l'anthropologie de l'ordinaire. C'est comme ça que j'appelle ça. C'est-à-dire que je m'intéresse à la vie sociale lorsqu'elle se manifeste à moi. Et là, en l'occurrence, c'est quelque chose qui va s'imposer à moi de façon violente, et donc je ne choisis rien, je ne choisis rien, je considère qu'il faut suivre ce jeune homme, qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. On est évidemment ici sur l'étoile de fond des attentats de 2015 et des violences, encore massacre de 2016. Il y a derrière tout ça, si vous voulez, ce que renvoie la ville, et j'ai l'intuition à ce moment-là que derrière ce petit fait divers qui a l'air quelque part anodin, il y a beaucoup plus d'éléments à réfléchir. Alors le lieu où prennent place vos observations dans un premier temps, c'est ce bar qui est le Dark Rihanna. Alors, c'est un bar branché comme il y en a dans toutes les grandes villes, mais il n'y a pas un type de bar branché comme il n'y a pas un type de gens branchés. Et là, vous avez choisi un lieu où il y a une très forte collusion avec la société de consommation. On en est peut-être même d'ailleurs à son épicentre, c'est-à-dire que tous les signaux qui sont envoyés de ce que vous décrivez, de ce qui se passe dans le bar à travers les écrans télé, la musique, l'attitude des gens, le regard qu'ils posent les uns vers les autres, la manière dont ils sont habillés, etc. Tout ça converge vers l'idée de se conformer et de consommer. C'est exactement ça. C'est un processus de conformité. Ça avait été analysé il y a très longtemps par des sociologues qui montraient que la ville, ce qui caractérise la ville, c'est la moue blasée. Et c'est ce qui ressort, le blasement, la moue blasée. Ces jeunes gens sont porteurs de ce rectus de moue blasée qui est très méprisant sans doute, qui moi va me faire un peu excentré, un peu satellisé par rapport à leurs attentes, à leur mode de vie, mais surtout
dans ces personnes-là, il y a évidemment des personnes plus pauvres. C'est pas les riches contre les pauvres d'une certaine façon. C'est ceux qui veulent avoir l'air d'une certaine apparence qui vont s'opposer à ceux qui sont rejetés par cette apparence. En fait, on peut dire ça comme ça. Ouais. Et là, c'est ce qui va vraiment s'imposer à moi. C'est-à-dire que pour comprendre ce que vivent ces 3 jeunes filles venues de la périphérie, je vais moi-même en faire l'expérience dans ce bar finalement. La musique a aussi une importance dans ce livre, notamment avec le rappeur Booba. On va y revenir. Mais avant ça, vous laissez entendre que quelque part la musique diffusée dans ce bar entretient aussi le désir de consommer. Et le narrateur, il dit à un moment ceci, une autre chanson de Rihanna, Umbrella, semble directement remixée par une marque de téléphone mobile. Chaque partie du morceau sonne comme un jingle. J'imagine que la chanteuse et ses ayants droit spéculent sur ses potentiels d'ambiance. C'est-à-dire que finalement, la fabrication de la pop music, pour vous, correspond à un modèle publicitaire en quelque sorte. Totalement. Moi, c'est pas nouveau. C'est ce que Adorno appelait l'industrie culturelle. C'est-à-dire que on produit, on crée. C'est de la création, après tout. Hein. C'est de la house music qui est plutôt bien faite, hein, mais qui en même temps pourrait effectivement servir de jingle pour une téléphonie mobile, pour une assurance, pour je ne sais pas. Donc, c'est effectivement cette aliénation, on pourrait dire, par l'industrie culturelle qui rend indiscernible. On ne voit plus les singularités des personnes. On ne voit plus la singularité de la créativité. On ne voit plus de distinction, je pourrais dire. Tout devient étal, lisse et indifférent, en fait. Et puis, ce qui me choque, surtout, si vous voulez, c'est que cette chanson de Rihanna, Umbrella, qui est de la pop musique, hein, très mainstream, je peux en parler avec ma fille. Et moi, je vis dans une périphérie urbaine, périphérie pavillonnaire. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que dans les périphéries pavillonnaires, on parle de Rihanna au premier degré. Et là, tout d'un coup, Rihanna devient remixée, si vous voulez. Elle fait l'objet d'un remix qui est plutôt intéressant par ailleurs. Hein. Mais c'est ces usages de la musique, en fait, qui sont aussi des marqueurs de classe très forts, en fait. Bien sûr. On va y revenir sur ce côté aliénant que vous évoquiez il y a quelques instants. Éric Chauvier, vous êtes notre invité ce matin d'Entrée sans frapper pour votre livre « Les nouvelles métropoles du désir » paru aux éditions Alia. La première, Entrée sans frapper. Notre invité ce matin, Éric Chauvier, pour les nouvelles métropoles du désir, c'est paru chez Alia. Alors Éric Chauvier, on évoquait cette description que vous faites de tout ce qui se passe à l'intérieur de ce bar, le Dark Rihanna, où les différents rapports entre les groupes sociaux qui sont assez proches les uns des autres, mais qui ont chacun aussi leurs codes, leurs attitudes, etc. C'est à la fois, c'est très réaliste, puisque vous, c'est un travail d'anthropologue de l'ordinaire, vous disiez, vous êtes sur place, vous observez, vous notez. Alors c'est très drôle aussi, il y a quelque chose d'absurde et en même temps c'est moche, quoi. Il y a quelque chose de très moche dans ce monde où l'on n'existe qu'à travers l'image et l'attitude qu'on renvoie, etc. Est-ce que le désir que l'on renvoie, il y a une espèce d'aliénation un peu pathétique quand même derrière tout ça. Hein. Quand on analyse ça de près, on se dit c'est un peu triste. Oui, il y a quelque chose de glauque, au sens où cette musique est de la house music qui est pas une musique forte, pas une musique violente, mais qui est une musique à un niveau très élevé, un niveau sonore très élevé, va complètement endiguer la communication. Et en fait, moi je ne cherche à aucun moment à caricaturer ces hipsters. C'est pas du tout mon objectif. Je considère au contraire qu'ils sont dans des processus de conformité d'image et que derrière ces processus de conformité, il y a une vie qui continue à une vie ordinaire, c'est-à-dire qu'ils vivent évidemment. Ce ne sont pas des abrutis, ce sont évidemment des personnes qui vivent avec leurs attentes, leurs résistances, leurs désirs, etc. Mais tout ça est mutique, si vous voulez. Cette vie expressive est mutique. Et c'est à nouveau cette indifférence, cette impossibilité d'exprimer en fait un désir un peu singulier. Et les scènes que je décris, elles sont absurdes au fond. C'est-à-dire que chacun est dans son microcosme et ne peut plus rien exprimer de sa vie finalement. Et c'est l'opposé exact de la ville de Baudelaire, si vous voulez. La ville de Baudelaire, c'était une ville d'interaction, une ville de risque aussi, une ville avec beaucoup de paroles, avec beaucoup avec une poétique qui était propre aux odeurs aussi, une ville des sens en fait. Ouais. Et c'est précisément ce qui est détruit dans cette version métropole du désir de la ville contemporaine. Ouais. Les nouvelles métropoles du désir, c'est le titre de votre ouvrage qui est un titre assez riche parce qu'il y a le désir derrière ça, il y a quelque chose de sexuel et le sexe c'est aussi une affaire de classe, c'est lié et puis à l'idée que l'on soit objet de désir, pas seulement sexuel, mais aussi pour tout ce qu'on renvoie de désirable au niveau économique, social, attitude, etc. Et la ville aujourd'hui est, selon vous, les grandes métropoles, est vraiment devenue le point, l'épicentre de tous ces désirs ? Oui.
La ville, je ne pense pas qu'on puisse un jour imaginer une métropole avec essentiellement des riches. C'est pas possible. La ville a besoin de voir. Je vais être très cynique là, volontairement. A besoin de voir circuler les pauvres dans la ville. C'est ce que j'explique à la fin. Il y a une forme de libido qui se crée avec ça. Il y a une forme de projection où ceux qui tiennent les rôles de ceux qui réussissent ont besoin de voir cette pauvreté d'une certaine façon pour projeter quelque chose qui est très de l'ordre de la libido en fait. On ne peut pas imaginer des compartiments des cloisonnés de personnes riches. Les riches ont besoin des pauvres pour aiguillonner leur imaginaire, pour éperonner leur imaginaire, on pourrait dire ça comme ça. C'est quelque chose qui est très cynique, mais la ville fonctionne aujourd'hui comme ça. Paris, je crois que c'est 19% de pauvres qui sont dans Paris. Et il y a besoin des migrants, il y a besoin des pauvres, il y a besoin de ces personnes-là dans la ville, mais pas comme on peut l'imaginer, pas pour la mixité qui est une fiction, mais plutôt pour cette projection de l'imaginaire de ceux qui sont véritablement urbains au fond. Alors il y a le rappeur Booba qui vient aussi de temps en temps égrener le récit avec des extraits de ses chansons, notamment le morceau West Side. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, pillage, viens pas tester la West Side. Et c'est une matière très intéressante quand on imagine Booba pour un anthropologue, parce que c'est un rappeur qui a un succès immense, mais qui est quasi inconnu du grand public, parce qu'il n'est pas diffusé en radio, en télé, etc. Mais qu'est-ce qu'il raconte, Booba, sur la société, sur la question du désir et d'accéder à ces désirs? Booba d'abord joue un rôle, c'est-à-dire qu'il est dans le rôle une espèce de voyou, une espèce de gangster. C'est le mythe un peu de Scarface, croisé avec d'autres mythes de légendes un peu urbaines comme ça sur la violence. C'est ce croisement-là, Booba, avec dans un monde anarcho-libéral, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'État dans le monde. C'est ce qu'il raconte dans ses chansons, hein, c'est pas le monde réel. C'est ce qu'il raconte dans ses chansons. Plus d'État, la loi du plus fort, des trafics de drogue à ciel ouvert, des règlements de compte qui sont en fait la vie sociale elle-même finalement. Et ce monde-là, évidemment, moi c'est ce que je dis, c'est ce que j'écris dans le livre. Pour moi, c'est la bande originale de la fin de la civilisation. Ça veut dire que personne ne peut rêver franchement de ce monde-là. Après, tout ça est un peu contrebalancé par son flow, c'est-à-dire par sa façon d'écrire, qui est quand même très habile. Mais par la fascination qu'il exerce, je parlais de la libido tout à l'heure, par la fascination qu'il exerce sur les foules en fait, et surtout sur les petits bourgeois en fait, hein, les petits bourgeois qui sont canailles, urbains, sont sans canaille, exactement, et peut-être que j'en fais partie. Il y a quelque chose de fascinant chez Booba, hein, sur le monde qu'il décrit, qui est un monde à la fois épouvantable et puis qui touche du doigt tellement cette société libérale totalement désinhibée en fait, hein, qui nous guette finalement. Et c'est cette fascination-là qui fait que Booba est très ambivalent. Mais surtout, j'insiste sur le fait qu'il est écouté au second degré par la plupart des personnes, par les urbains, par ceux qui vivent dans la ville, mais qu'il est vraiment écouté au premier degré par les adolescents que j'ai rencontrés moi en Seine-Saint-Denis. Et c'est là que la musique fait l'objet d'usages un peu différents, c'est-à-dire que le monde qu'il décrit, qu'est-ce que ça fait de l'écouter au premier degré, en fait, dans votre vie de tous les jours? Qu'est-ce que c'est que cette musique? C'est assez simple, Booba, finalement. C'est, outre les paroles, c'est la bande son, c'est une boîte à rythme, une rythmique de Kalachnikov qu'on recharge, et puis une musique de film d'horreur. En fait, c'est souvent ça. J'ai pas mal étudié sa musique, c'est vraiment ça. Et qu'est-ce que ça fait de voir cette bande originale être la bande originale d'une vie? Ça c'est une vraie question, quoi, au premier degré, en fait. Et la question du passage à l'acte, évidemment, peut-être qu'elle est pas loin. Et puis les paroles, ils jouent quand même d'un second degré qui est insondable. C'est ce que je mets, mais c'est ironique, évidemment. Bande originale d'une fin de civilisation. Peut-être Booba, c'est comme ça que vous le présentez dans le livre. Les nouvelles métropoles du désir, c'est un livre court, 77 pages, mais extrêmement dense, comme vous avez pu le déceler dans cet entretien. Merci beaucoup, Éric Chauvier, d'avoir été notre invité ce matin. C'est paru aux éditions Alia, Les nouvelles métropoles du désir, et on vous le recommande chaudement.